observateurs, nous sommes à bord d'une Venturi 300 Atlantique avec Christophe. Et aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de Venturi, cette marque de voitures de sport française qui a duré une dizaine d'années, parce qu'on va aller rencontrer, grâce à Christophe, les deux créateurs de la marque, Claude Poirot et Gérard Godefroy. On va aller les rencontrer, mais avant ça, Christophe, quelques mots sur cette voiture. Elle est de quelle année? C'est quel moteur? Et qu'est-ce qu'elle représente? C'est quoi? Alors, c'est une Atlantique 300 turbo. Parce qu'en fait, il y a eu 3 versions de motorisation. Principalement des turbos, il y en a eu 45. Et des biturbos, il y a eu 13 exemplaires produits. Et puis, il y a eu quelques versions Atmo avec une boîte automatique. Et il y a combien de chevaux là? 281 avec 43 mètres kg de couple. C'est une auto qui est très sympa à conduire parce qu'elle n'est pas très lourde. Elle pèse autour de 1200 kg. Donc c'est un rapport poids-puissance qui est très sympa. C'est la toute dernière Venturi, hein. C'est celle qui voulait sauver la marque, si je puis dire, et qui avait en face d'elle les F355, etc. Mais c'est un peu la plus mythique puisque c'est la dernière. Au niveau du style, moi j'aime beaucoup les anciennes Venturi, mais celle-ci, elle a un style très particulier, enfin très elle. C'est une évolution des séries 200, 260. On verra à l'extérieur, enfin, moi je la trouve magnifique. Et puis on va voir Gérard Godefroy qui les a dessinés, hein, qui a créé la marque, mais c'est lui qui a dessiné les voitures. Ouais. Et c'est une auto qui pour moi vieillit très bien. Ils se sont rencontrés il y a 40 ans. L'un est dessinateur, designer, l'autre est ingénieur, concepteur, et nous sommes devant leurs enfants, toute la gamme Venturi, et ils ont eu cette idée folle qu'ils vont nous raconter aujourd'hui, de vouloir faire une voiture de sport française. Bonjour messieurs, bonjour Gérard. Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Claude. Bonjour Renaud. Merci de nous accorder cette interview. Avec plaisir. Vous avez été quand même complètement barrés tous les deux de vous dire on va faire, on peut le dire, une petite Ferrari à la française. On peut dire ça comme ça, oui. Et surtout vous l'avez faite et elle... Oui. Mais c'est quand même venu de notre rencontre et puis de notre bonne entente. Parce que sans une bonne entente, dans un cas comme ça n'aurait pas marché. On va commencer avec toi Gérard pour que les gens comprennent. Oui. Toi, tu avais travaillé chez Peugeot et ensuite chez Heuliez, hein, qui faisait des voitures un peu sur mesure, on va dire des petites séries. Oui. Mais comment... C'est-à-dire que Heuliez travaillait comme sous-traitant pour des travaux de design. J'ai travaillé pour Ford, pour Alpine, dans le cadre Heuliez. Voilà. Mais c'est... Parce qu'avant, vous vous connaissiez, mais vous avez eu chacun l'idée dans votre coin. Oui. Je crois qu'un jour, tu as ramené une Ferrari Dino, ça t'a enchanté. On parle de la Dino parce que ça a été vraiment un déclic, un détonateur. Je travaillais tranquillement au bureau d'études de Liège et un jour, il y a le directeur financier qui m'appelle et il me dit « Gérard, on a une Ferrari à rapatrier sur Paris. Est-ce que ça vous dérangerait pas de la ramener ?» J'allais quand même pas lui dire que ça me dérangerait, quoi. Donc moi j'ai fait 3 tours sur mon siège, j'étais tout excité et la veille au soir, j'ai dû la toucher vers 5 heures et la veille au soir j'ai fait des 400 mètres départ arrêté dans la campagne ceriséenne et j'ai pris un pied fabuleux, quoi. C'est-à-dire que mais ça, tout le monde aurait pris son pied, Gérard, mais tu es rentré, tu t'es dit... Moi, je vais faire la mienne. C'est pour ça que ça a été un déclic, parce que pendant tout le long de la route, donc ça a été le même plaisir. Dès qu'il y avait, surtout si c'était un endroit encaissé, je rétrogradais, j'aurais accéléré à fond. Et le bruit magnifique de la Dino, je l'ai encore en tête. Hein, c'est quelque chose qui marque. Et alors, le fait d'avoir rencontré Claude, ça m'a immédiatement ouvert un horizon, puisque j'avais déjà essayé bien une dizaine d'années avant à construire ma propre voiture, mais j'étais tout seul, j'étais pas mûr. Et nos conversations entre Claude et moi m'ont fait dire, avec Claude, on va y arriver.
Je suis sûr, on va y arriver. Son expérience plus la mienne, on va y arriver. Claude, vous avez travaillé chez Alpine. Oui. Vous étiez donc, vous, ingénieur, Oui. conceviez même toutes les méthodes pour les fabrications de voitures chez Heuliez. Oui. Quand votre ami vient vous dire, allez, on l'a fait, notre voiture, vous vous dites, il est fou? Vous m'avez dit tout à l'heure en occasion, on s'est dit, on va faire chacun la nôtre. Non, pas du tout. Je me suis jamais dit qu'il était fou, bien au contraire, puisqu'effectivement, on l'est sûrement probablement un petit peu tous les deux, mais à un niveau de folie raisonnable. Et quand effectivement, on s'est dit, bah tiens, on aurait un projet commun et pouvoir faire notre voiture, ce serait bien. Mais l'idée initiale était de dire, on en fait seulement deux. Une pour chacun d'entre nous, et ce sera bien. Mais au moins, ce sera notre voiture, comme on la veut, etc. Et sachant que je n'avais... Moi, je me reconnaissais n'avoir aucune compétence en matière de style automobile. Donc, effectivement, avec Gérard, j'étais sûr que là, on pouvait le faire. Vous vous dites au départ, on voulait faire une voiture de sport, mais accessible pour tout le monde. C'était bien l'idée, oui. Hein, développer un peu. C'est-à-dire, vous vouliez le faire avec un moteur de Golf GTI. Votre oui. cahier des charges à vous, c'était Oui, quoi? c'est ça. Ouais. C'était ça. En fait, Claude, avec son expérience alpine, était plutôt dans cette optique-là, parce que l'Alpine, au départ, c'était la philosophie de l'Alpine, c'était une voiture, finalement, avec... extrêmement légère. Extrêmement légère. Peu de puissance, mais légère. Très légère. C'était pas une voiture très haut de gamme au départ. Là, quand Jean Rédélé a fait la 106, c'était vraiment la voiture de compétition, la voiture très maniable. de base sur base 4 chevaux. Enfin, c'était donc c'était un peu ça l'esprit, quoi. Donc moi de mon côté, j'avais donc avec l'expérience Peugeot où j'avais travaillé sur la 205 avec Gérard Velter, les expériences aussi avec Heuliez. Moi de mon côté, ce que je voulais aussi, c'était je souffrais de travailler toujours dans l'ombre au service de grandes entreprises et où je n'apparaissais absolument jamais alors que c'est moi qui faisais une grande partie du boulot. Donc ça devient au bout d'un moment, arrivé à 38 ans, on se dit mais ça va durer combien de temps ça? Et sans espoir d'évolution, quoi. Donc et donc c'est parti comme ça. C'est-à-dire que pour moi c'était aussi une très grande motivation, c'est un besoin de reconnaissance. Alors, chose extraordinaire, Claude, vous avez dit où est-ce qu'on va la faire? Vous cherchez un local et vous avez dit j'ai effectivement le local, parce qu'effectivement, à l'époque, l'un et l'autre, même si on gagnait notre vie à peu près normalement, on n'avait pas non plus les moyens de chercher un local indépendant, etc. Donc, j'ai proposé à Gérard en disant, mais j'ai un local qui ne coûte rien, c'est le sous-sol de ma maison. C'est votre cave. Voilà, c'est ma cave, si on veut. Donc, Steve Jobs a fait Apple dans son garage, voilà. Et vous avez fait Venturi au départ dans le soubassement. Voilà. Et c'était vraiment, il y avait un poteau au milieu, on peut retrouver dans les archives. C'est effectivement l'anecdote, mais il y avait effectivement un poteau de soutien, puisque c'est un sous-sol assez grand, mais qui avait un poteau de soutien en plein milieu, et qui notamment pour le jugement du style de la voiture, du tendu des lignes, etc., avec le poteau juste au pied milieu de la voiture. On va se rapprocher C'était quand même une contrainte inimaginable. Et Gérard s'en est accommodé à merveille. Et alors, je vais un peu vite, forcément, les gens m'en excuseront, mais pour donner... Là, vous travaillez quoi? 6 mois dessus sur la voiture? Alors, pour des premières sur la première maquette? Février, je crois. Entre février et octobre. Février 84 et octobre 84. Voilà, c'est ça. Et alors là, on va voir après, mais à un moment, la maquette, elle n'est pas roulante, c'est une maquette, mais l'un de vous deux a l'idée de se dire, mais elle est tellement aboutie, pourquoi on ne la présenterait pas au Mondial de Paris? C'est ça? Oui, mais moi, étant donné que j'avais envie de montrer mon savoir-faire par rapport à tout ce que j'avais vécu précédemment, je me suis dit, si on la présentait au Salon de Paris, ben là, au moins, on la montrerait, il y a des gens, et puis ce serait intéressant de voir les réactions. Et c'était une folie aussi, parce que, voilà... C'était une folie complète. Il fallait se payer le stand. Ouais, enfin, vraiment, personne ne vous connaissait, enfin, parce que c'était en votre nom. Ce qui était surtout une folie, c'est qu'en février, il n'y avait rien en dehors d'une maquette 5e et de quelques dessins. Et il a fallu convaincre le responsable du salon que même s'il n'y avait rien aujourd'hui, que la voiture serait là en octobre. C'est-à-dire quelques mois après. Et en fait, c'était un pari risqué, hein, parce que on a bossé tous les deux comme des fous. Moi, j'ai perdu 7 kilos. Je crois que Claude a perdu 7 kilos. Ah ouais, 7 kilos. Alors, comme cure d'amaigrissement, je ne connais pas mieux. Non, c'est vraiment...
Mais on était lessivés complètement. Moi, quand on est arrivé au salon, on était complètement éreintés. C'est un peu un conte de fées, parce qu'entre-temps, vous allez quitter votre poste chez Oliez, mais il y a des gens qui passent sur le salon, qui vous donnent, il y a plusieurs personnes, des investisseurs qui donnent des cartes de visite, ça c'est vous qui allez vous en occuper, et vous allez trouver quelqu'un qui vous dit « Banco, moi je mets l'argent oui. », et qui vous dit « Qu'est-ce qu'il faut ?» Et il vous dit, il faut une usine, il n'y avait rien. Hein. Et vous, sans ordinateur, vous avez tout imaginé, l'usine, tout, c'est ça? Absolument. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, c'était pas d'usage courant. C'était les prémices des premiers ordinateurs portables chez IBM. Mais nous, on n'avait absolument rien de tout ça. Mais donc, vous avez tout pensé? Oui, absolument, mais enfin, c'était mon métier, donc là, j'avais pas de gros efforts à faire. Oui, enfin, vous êtes super modeste, c'est-à-dire que dessiner une voiture et la fabriquer, c'est tout. Non, mais la dessiner, c'était pas ma partie, mais la partie industrielle, vraiment, c'était mon métier, donc en tant qu'ingénieur méthode. Donc, c'était mon métier que de concevoir des bâtiments adaptés à la fabrication automobile, des outillages, etc., etc. C'est mon métier. Donc là, j'avais pas de grandes difficultés à dire oui, je saurais faire ça. Alors, on va continuer, hein, mais là, on a une des premières versions. Gérard, est-ce que tu peux nous la décrire en quelques mots, en termes de style, ce que tu voulais qu'elle dégage? Oui, donc j'ai fait quand même quelques dessins, j'ai travaillé sur des maquettes 5e, et donc, comme on disait tout à l'heure, c'était un petit peu la Ferrari du pauvre. Donc, la partie arrière, est quand même... très évocatrice de l'architecture d'une Ferrari. Et il y avait aussi un gros avantage d'utiliser cette architecture, c'est-à-dire avec les montants latéraux ici, en forme de fuite ici, là, et la vitre plate, parce que... On va y venir, vous allez nous décrire comment trop trouver sur l'étagère, c'est votre partie après. Oui, parce que on aurait fait par exemple une vitre bombée arrière, ça nous aurait coûté très cher. Donc là, la vitre arrière, c'est une vitre plate, ça coûte rien. C'est juste celle de la Dino Ferrari. Ouais. C'est par rapport à celle de la Dino Ferrari qui est très incurvée. Là, c'est une vitre plate et puis il y a un artifice de style avec le noir mat qui permet d'estomper un petit peu la côté platitude de la vitre, quoi. Donc ça, c'était la partie arrière. Et puis dans la partie avant, je reconnais avoir été influencé par la Corvette C4, qui est sortie en 83. Et il y avait une photo qui est parue dans la presse, une vue avant, et je la trouvais absolument magnifique. Et à partir du moment où on le sait, on trouve des points communs avec la Corvette. Donc, une base d'inspiration Ferrari, une base d'inspiration Corvette, en mélangeant un petit peu tout ça, en faisant une petite cuisine autour de ça, on aboutit finalement à quelque chose qui a été reconnu comme étant homogène et qui pouvait évoquer un haut de gamme sans en avoir les prix exorbitants. Alors au début, Claude, l'idée c'était de faire une voiture le moins cher possible, et vous aviez même évoqué de mettre un moteur, un 4 cylindres de la Golf GTI, c'est ça? Absolument, mais ça c'était dans notre projet initial pour nos deux voitures. C'est important que les gens comprennent, c'était au début. Voilà, pour nos deux voitures, c'était dire une mécanique accessible, agréable, une centaine de chevaux, et puis fiable en même temps, et pas trop cher, ça nous allait bien, un moteur de Golf qui se mettait parfaitement en position centrale, donc il n'y avait pas de problème, c'était la mécanique idéale. Et le projet évolue avec les investisseurs qui vous disent un jour... Il faut monter en gamme. Pour réussir à gagner de l'argent et intéresser des investisseurs et lever des fonds, il faut que ce soit un projet qui monte en gamme. Monter en gamme, c'était forcément choisir un moteur beaucoup plus puissant. Et ensuite, tout ce qui va avec. Quand on met un moteur plus puissant, c'est les roues, c'est les suspensions, etc., etc., etc. Mais la personne en question qui était le premier à nous faire cette réflexion, c'est M. Boulan, qui était le premier investisseur. Et Hervé Boulan avait parfaitement raison dans le fait de dire il faut monter en gamme. Voilà. Et vous m'aviez dit aussi que vous vouliez rester français et un moteur français, donc le choix était limité. Là, il y avait une contrainte énorme, effectivement, de dire c'est un produit français. Donc, un produit français avec un moteur étranger, c'est pas simple à faire passer pour les clients.
Donc trouver un moteur français, il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Finalement, c'est le V6 Alpine. Mais c'est le V6 Alpine. Finalement. Où on a, finalement, les gens de Renault ont accepté de nous vendre le moteur identique à celui de l'Alpine et qui nous a bien rendu service. Alors en fait, c'était le moteur, on dit le moteur Alpine, mais c'était le moteur de la Renault 25. Ouais. Voilà. Mais la boîte de vitesse, spécifiquement développée, etc. Justement, venez, on continue à tourner, mais pour que les gens comprennent aussi, vous, dès le départ, votre obsession, c'était de dire pour que le coût reste raisonnable, il faut qu'on trouve des pièces qu'on appelle sur étagère, plutôt que les faire développer, ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens. Vous saviez que, vous m'aviez dit, le point d'équilibre, c'était 200 voitures par an, c'est ça, d'essayer. Donc c'était l'objectif. Oui, c'était l'objectif. Mais donc, tout dans cette voiture, alors qu'elle a l'air totalement unique, en fait, c'est un assemblage de tas de choses qui existent. Est-ce que vous pouvez nous montrer des détails? Un certain nombre Il y a eu des développements, d'accessoires, où là, effectivement, ça a toujours été un choix complètement partagé avec Gérard, de dire, il y a peut-être un rétroviseur qu'on pourrait utiliser, par exemple, c'est le rétroviseur de Citroën CX. Voilà. Bon, eh bien, il est là, il a réussi à le mettre sur la voiture. On n'a pas été les seuls, notamment, à choisir ce rétroviseur. Et Aston aussi, Voilà, et Aston aussi, choisi, absolument. Lotus. Voilà. Un essuie-glace, c'est la même chose, l'essuie-glace qui provient de Mercedes 190. Il fallait un essuie-glace quand même performant, puisque la voiture était assez haute en performance. Il fallait qu'il soit performant, qu'il soit fiable. Et le fait de dire on utilise un essuie-glace d'une Mercedes, bon, c'était pas choquant en tant que choix. Puis après, il y a eu d'autres accessoires similaires. Le pare-brise. Alors, vas-y. La surface vitrée, voilà. Justement, parce que, bon, là, c'est vrai qu'il y a des accessoires comme les rétroviseurs et les essuie-glaces qui ont été repris sur de la grande série, mais le gros problème, c'était les vitres. Parce que ça vient au moment de faire le dessin de la carrosserie. Donc, il a fallu que je prenne une décision, c'est de choisir un pare-brise sur une voiture existante qui puisse être compatible avec le dessin que j'avais en tête. Et finalement, je suis tombé en France sur la Renault Fuego. Parce que la Renault Fuego avait une courbe qui me convenait assez bien au niveau de la vue en plan. Le fait qu'elle soit très pentue sur le flanc, c'est-à-dire avec un resserré au niveau du toit important, me plaisait beaucoup aussi parce que je voulais des vitres latérales très inclinées, bien très inclinées, oui. Comme on les voit là. Oui, voilà. Donc voilà, cet angle-là est très important parce que ça donne une assise par rapport à la position des roues. La resserrée du toit, il est évident que ça donne une assise très importante. C'est quelque chose que j'avais beaucoup cultivé sur les maquettes 205 que j'avais laissées chez Peugeot. Et la 205 a aussi cette courbure très légère, mais qui a sa grande importance par rapport à une 104, par exemple, sur la section de flanc. Donc, le pare-brise de Fuego, on a même été jusqu'au cadre de Fuego. Là, ça, c'est un cadre de Fuego. Ça, c'est un cadre de porte de Fuego et c'est une glace de Fuego. Ce qui fait que on avait pratiquement toutes les glaces, sauf la petite vitre arrière. Et puis, si on avait fait que deux voitures, on aurait mis un plexi. Et puis, c'est tout. Ça faisait bien l'affaire. Oui. Les feux arrière aussi, je crois, ils proviennent. Les feux arrière. Moi, j'avais fait la première maquette avec des feux de Santana, parce qu'ils étaient très modernes, mais on n'a pas eu l'autorisation de Volkswagen. Donc, avec Claude, on est revenu sur des feux qu'on pouvait utiliser, qui sont les feux de BMW série 3, des années 80. Alors, Claude, vous m'avez montré, il se trouve qu'il y a une Venturi dehors accidentée, en off. Oui, mais c'est vachement intéressant ce que vous m'avez raconté, parce que là, on parle des pièces. Il m'a dit qu'il fallait éviter des emboutissages trop chers. On va voir l'avant d'une voiture. Il m'a expliqué un truc, il y a une heure, je ne le savais pas, mais vous avez été d'une clarté. Il m'a dit, on n'a fait que des plis, parce que ça coûte moins cher, on va voir là. Mais je trouve que ça mérite de le raconter. Parce que vous êtes trop modestes tous les deux, mais c'est de l'ingéniosité. Voilà, expliquer par rapport au crash test notamment. Voilà, on comprend bien là. Voilà, celle-là a été accidentée, mais on comprend tout. Bon, par rapport au crash test, ce qu'il faut obtenir dans un crash test, c'est avant tout
puisqu'on va faire une énorme dépense d'énergie cinétique lorsque la voiture est lancée à 50 km/h contre un mur. Donc une masse 50 km/h contre un mur, c'est une très grosse dépense d'énergie. Tout ce qui est devant va se plier, va dissiper, absorber de l'énergie, va se plier, se replier, un peu comme un papier plié. Oui. Puis quand on va arriver à la partie rigide, il y en aura deux, la partie sur le châssis. Deuxièmement, les roues viendront se bloquer dans les arches de roues, c'est-à-dire toute cette partie-là va être écrasée jusqu'au niveau du pneu. Les pneus vont se bloquer dans les arches de roues, et là le choc aura terminé. Il sera terminé. On passe de 35 G à 10. De plus que ça, plus de 50 G à l'avant au moment du choc, c'est 50 G à 35 au niveau de la tête du chauffeur. Et tout ça va se dissiper progressivement, très vite, en quelques fractions de secondes, très vite, mais ensuite ça va s'arrêter. Et après on va contrôler que les portes, au moins une porte doit s'ouvrir, c'est l'obligation, que le volant n'aura pas reculé de plus de 87 mm l'axe du volant pour ne pas entamer ou choquer la cage thoracique du chauffeur, que le réservoir de carburant n'aura pas de fuite, que je ne me rappelle plus que le pédalier n'aura pas remonté, mais c'est le cas, etc. Voilà. Et c'est le cas, c'était on a réussi du premier coup. Voilà, c'est très rare. Vous aviez tellement bien pensé le coup que la voiture a passé le crash test du premier coup. C'est assez rare, mais on l'a passé effectivement du premier coup. Alors expliquez-moi pour faire des économies, voilà, les histoires de plis, je trouve ça génial. Alors dans la conception d'une voiture ordinairement, pour les voitures dites de grande série, de grande diffusion, toutes les pièces métalliques, quelles qu'elles soient, en ce qui concerne la structure, sont toutes des pièces obtenues par emboutissage. C'est-à-dire une feuille de tôle plate qui est découpée selon une forme précise et qui ensuite va passer dans un outil d'emboutissage, poinçon matrice, dans laquelle on va taper la pièce très fort et elle va prendre la forme exactement de l'outil d'emboutissage. La pièce sera adaptée à chacune de ses fonctions. Pour nous, et notamment toutes les pièces de cette voiture, il n'était pas question, puisque les outils d'emboutissage, naturellement, vous l'avez compris, sont des outils qui coûtent très cher et ils ne sont valables qu'à partir du moment où on va faire des milliers de pièces. Nous, il n'était pas question de faire des milliers de pièces, donc il fallait trouver d'autres solutions. Et ce sont les solutions dites de petite série, où on fait des pièces dites à l'unité, mais qui sont obtenues par découpes, alors avec des moyens modernes quand même, comme en numérique, donc des découpes laser, sur lesquelles on va prendre une même feuille de tôle. Elle va être découpée pour lui donner la section du flanc. Et ensuite, on va obtenir la forme définitive, comme celle-ci par exemple, avec des pliages. Mais ce ne sont que des arêtes droites. Des plis bien faits, un petit peu dans tous les sens. Une traverse comme celle-ci, une pièce comme celle-ci. Et on va assembler comme ça toutes les pièces. On arrive à le voir ici. On voit par exemple un point de soudure, un point de soudure. C'est génial parce que c'est presque un origami, quoi. Vous dites pas, le fait de faire plier par directement, c'est tout aussi rigide, mais ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte moins cher en investissement. La pièce, évidemment, une pièce emboutie va être obtenue en quelques secondes. La pièce pliée va être obtenue en quelques minutes. On n'est pas tout à fait dans le même ordre de grandeur, mais elle ne nécessite pas d'investissement. Donc la pièce va coûter plus cher, mais pas d'investissement. Ce qui est quand même très intéressant. Quand vous n'avez pas l'argent pour investir, il faut bien trouver d'autres solutions. Et je dis comme très souvent avec Gérard ce qu'on a réussi à faire, c'est-à-dire moins vous avez d'argent pour investir, plus il faut faire preuve d'imagination. Votre imagination se transforme et se transcende en fonction des moyens que vous n'avez pas pour investir. On va rentrer à l'intérieur pour le bruit, on va continuer autour de la voiture. Mais c'est passionnant. Alors, on va revenir devant, on va reprendre donc en 86-7, donc sortent les premières voitures et la presse est unanime sur notamment l'efficacité, le comportement de la voiture. Gérard, si on regarde bien cette voiture, elle ne porte pas le nom Venturi, elle porte au logo le nom MVS. Alors que veut dire MVS et d'où vient le nom Venturi? Alors, le nom Venturi est né avant MVS parce que avec Claude, je lui ai proposé, avant que la voiture soit construite, enfin au moment du salon, je lui ai proposé ce nom de Venturi parce que pour moi c'était un nom qui phonétiquement me plaisait énormément. Ça avait
C'était facile à prononcer dans toutes les langues. Ça évoquait l'aventure, la vitesse. L'effet Venturi en aérodynamisme. L'effet Venturi qui est bien connu des aérodynamiciens. Et puis, c'était aussi proche de Century. Century, donc, d'origine évidemment anglo-saxonne, le siècle. Et je trouvais que ça collait parfaitement bien parce que la France était au milieu entre l'Angleterre et l'Italie, et pour moi c'était déjà un nom européen. Hein, en plus, il y avait aussi Lino Ventura. Je trouve que Lino Ventura, ça... Lino, si tu nous entends. Lino, si tu nous entends. Oui, c'est ça. Je suis sûr qu'il regarde. Oui, certainement. Et je suis sûr qu'il aime la voiture. Pourquoi ça s'est appelé MVS d'abord? Alors, en fait, et ça veut dire quoi? MVS, c'est Hervé Boulan, le premier PDG, qui l'a souhaité. Parce que je crois qu'il avait une société qui s'appelait ECS, je crois. Oui, c'est ECS, mais c'est... Oui. Et ça veut dire quoi, MVS? MVS, ça veut dire manufacture des voitures de sport. Donc, tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas. Non, mais... Et puis, à une époque, là, donc, c'est au moment où Xavier de la Chapelle est devenu PDG, lui, il avait l'analyse inverse, c'est-à-dire qu'il trouvait que MVS était moins bien que Venturi, et donc il a demandé à ce que Venturi devienne le nom de l'entreprise. Et le Gerco, c'est ça? On appelle ça comment ça? Le Gerfo. Gerfo, ouais. Alors le Gerfo, non, ça c'est pas moi du tout, ça c'est Carré Noir, là, D'accord. c'est un bureau de design qui a négocié ça avec Xavier de la Chapelle. Mais moi, je ne suis pas du tout intervenu. Claude, vous m'avez dit dès le départ, ce que je retiens avant la voiture, c'est l'aventure humaine. Oui, parce que, on peut le dire, les premières années, jusqu'en 92, hein, après vous avez quitté, mais l'entreprise fonctionnait, enfin les voitures se vendaient, vous avez presque atteint l'équilibre à un moment, il y a eu presque 200 voitures à un moment. 200 voitures. Ouais, ça marchait bien, il y avait une belle reconnaissance. Alors, il y a un petit clin d'œil qu'on va faire à la 400, mais racontez-nous, un jour, il y a quelqu'un qui est venu vous voir, moi j'ai besoin d'une voiture de course. Et je voudrais que vous m'en fassiez 50, mais qu'on puisse les personnaliser. C'est ça, venez, elle est là. C'est là, absolument. Et vous avez répondu en quelques semaines? Même moins que ça. C'était beaucoup plus rapide que ça. Effectivement, un jour, il y a M. Stéphane Rattel, donc, qui organisait déjà des courses de gentleman driver et qui était à la recherche d'un constructeur pour faire une voiture un peu personnalisée. Donc il est venu voir Venturi en disant, voilà, votre voiture m'intéresse, votre marque m'intéresse, ce serait une formidable idée pour faire connaître la marque, mais je voudrais que la voiture soit totalement personnalisée et faite spécialement sur un modèle non dissimulé qui était la Ferrari F40 de l'époque. Là on voit, là, avec l'aileron. Donc, voilà, donc l'aileron façon F40, voilà. Donc la voiture, c'est la voiture de base, mais sur laquelle évidemment il était décidé dès le départ de lui mettre un moteur de 400 chevaux. Et l'exigence de M. Rattel était effectivement d'obtenir, pour faire bien à l'époque, avoir une vraie voiture de course, de monter des freins carbone. Ah ouais, ça n'existait pas. Freins carbone n'existait pas, ou pratiquement pas, ou seulement sur les voitures de course. Et avec une exigence complémentaire et non des moindres, qui consistait à dire, oui, mais mes clients qui vont acheter cette voiture-là, un certain nombre d'entre eux aimeraient bien pouvoir rouler en même temps sur la route, c'est-à-dire avoir une immatriculation. Alors une voiture de course, comme chacun le sait, ça va sur une remorque ou sur un camion porteur, et il n'y a pas de plaque d'immatriculation. Donc il a fallu trouver des solutions, et on a réussi à homologuer cette voiture et à la faire freiner à basse vitesse. Et on a donc été les tout premiers au monde à faire freiner et à faire homologuer une voiture avec des freins carbone sur la route. Aujourd'hui, ça se fait avec du carbone, avec de la céramique, etc. Mais on a été les tout premiers, avec bien sûr le concours des gens qui fabriquaient des freins, donc qui étaient Carbone Industrie. Mais on a quand même été les premiers à mettre sur la route, voiture homologuée, une voiture avec des freins carbone. Voilà. Alors, moi, je voudrais ajouter une anecdote qui est quand même révélatrice de la manière dont on fonctionnait. C'est que Claude a eu donc la demande de Stéphane Rattel pour une voiture comme ça. Et donc, il m'appelle un jour au téléphone et il me dit « Gérard, il faudrait que tu nous dessines une Venturi, mais dans l'esprit F40. » Et alors, moi, dans la journée, je prends ma feuille à dessin, je dessine. Bon, ça demande peut-être 1 heure de temps, le temps de dessiner tout ça.
Et donc, une fois que Claude a le dessin, alors je lui dis, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, ben, c'est bon, on y va. Ça arrive jamais dans Une heure d'étude, Oui, c'est vrai que une heure d'étude, bon, bah, c'est bon, allez, c'est parti. Après, évidemment, on est passé au modelage, donc Ouais. là, il faut quand même quelques semaines, hein, ça se passe pas en une heure, mais ça a été très, très vite. Bon, Après, vous êtes parti de la société, Claude. Elle a duré encore quelques années. Venturi est allé en Formule 1. On ne va pas revenir sur toutes ces périodes. oui, c'était le Voilà. dernier modèle auquel j'ai participé. Auquel vous avez participé. C'est une autre aventure qui n'a pas duré très longtemps après. Mais tout de même, et là, Gérard, on a la chance d'avoir une des toutes dernières versions. L'un des derniers actionnaires, puisqu'il y en a eu beaucoup, t'a demandé, au milieu des années 90, c'est-à-dire que c'était de redessiner l'Aventuri pour la moderniser. L'actionnaire et le PDG, Ouais. Hubert Ronel, Voilà. qui a pris la décision... Viens près de moi, là. qui a pris la décision de faire en fait une super Venturi. Ouais. Hein, c'était un peu ça, quoi. C'est-à-dire La modèle avait 10 ans. Donc le modèle avait 10 ans. La logique voulait que on refasse. C'était à la fois un restyling, une mise à jour aussi de la mécanique. Et Parce moi, que là, elle va faire 300 chevaux, là, déjà. oui. Ouais. Alors j'en étais très content parce que comme la voiture était née donc dans un esprit plutôt économique, donc au niveau de la dimension, la dimension de la voiture était un peu faible par rapport à son prix. Et donc il faut qu'il y ait toujours une cohérence entre le prix, l'image que la voiture a, les performances, tout ça. Donc il y avait, à mon avis, un petit point de faiblesse à ce niveau-là. Et le fait de faire une voiture un petit peu plus grande... Alors raconte, elle est allongée, elle est alors, un peu... le châssis, c'est le même, mais alors là, je ne sais pas, l'empattement a été allongé de 10 cm. 10 cm. Ce qui fait que L'empattement, hein, c'est la voie de roue à roue. Enfin, du centre de la roue à l'autre centre de la roue. l'espace entre les deux roues avant et arrière. Et donc, ça permettait de la faire un petit peu plus longue et puis aussi un peu plus large. Donc, plus présente, en fait. Il fallait donner plus de présence à la voiture quand vous étiez à côté d'elle. Il y a aussi, quand même, on ne peut pas le nier, un petit peu la mode de l'époque, où les lignes relativement rigides, maintenant on revient un peu à des lignes rigides, mais relativement rigides de la première, était pas dans l'air du temps en 1994. Donc en 1994, j'ai donné plus de rondeur en fait à la voiture. Et on obtient évidemment, avec les rondeurs, on obtient des reflets extrêmement sensuels et des éclairages à mordre dedans, quoi, des volumes on a envie de caresser, là. Gérard, vous m'avez dit un mot dans une autre vidéo à suivre, sur une autre de vos créations, la déesse Grand Palais, mais vous m'avez dit un mot que j'ai adoré, vous m'avez dit l'accrochage lumière. Oui, l'accrochage lumière. Comment oui, la carrosserie, mais racontez-pas, est-ce que vous nous montrez un détail, mais comment, en fonction de quelques millimètres changés, l'accrochage n'est pas le même? Oui, parce que en fait, je ne sais pas si on pourrait trouver un synonyme d'accrochage, mais c'est l'angle de vue, l'angle de la lumière par rapport à l'œil qui observe. Et en fait, c'est la manière dont la lumière se reflète sur la voiture. Donc c'est ça l'accrochage lumière. Et dans des formes rondes, les formes rondes sont beaucoup plus sensuelles et beaucoup plus faciles à accrocher la lumière que les formes plates, hein, parce que les formes plates n'ont pas la progressivité sur un plan, sur une surface, n'ont pas la même progressivité. Donc une surface courbe a une progressivité de l'accrochage lumière. Alors il y a quelque chose qui m'a aidé beaucoup pour moderniser notamment l'arrière, ce sont les feux de Ford Sierra qui sont d'un dessin beaucoup plus moderne que le dessin des feux BMW, des premières séries 200. Et ces feux-là, moi, quand je les ai vus sortir, je me suis dit, ça, c'est une... Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi, oui. Et donc, ça permet à l'arrière d'être... on remarque, quand on met l'une à côté de l'autre, que cet arrière-là est quand même plus moderne que le... Il y a bien les 10 ans d'écart. Nettement. Oui.
Il y a eu à peu près, je crois, 640 voitures, nous disait presque un de vos fans, qui sont sorties. Oui. Je crois que beaucoup roulent encore. Elles sont vraiment maintenant. La plupart, hormis les voitures très accidentées, quelques-unes de détruites, comme il y a toujours, mais la plupart sont reconstruites, même quand elles sont accidentées sérieusement, elles sont reconstruites. Et tous les gens qui ont des heureux possesseurs, prennent grand soin de les faire durer, perdurer, les entretiennent très bien. J'ai une dernière question. Est-ce qu'une aventure telle que la vôtre, elle est possible aujourd'hui en 2022 ? Ça me paraît plus difficile. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire non complètement, mais ça me paraît beaucoup plus difficile parce que le niveau des voitures qui pourraient être la concurrence sont à un tel niveau de qualité de fabrication, qui sont et d'équipement minimum. Et d'équipement aujourd'hui avec toute l'électronique, avec les airbags de tous les côtés. La barre est vraiment très très haute. La barre est très haute. Oui. À moins de mettre, bien sûr, l'aventure est faisable, mais pas du tout avec les mêmes moyens financiers que l'on a eu à l'époque. C'est évident. Je ne sais pas si est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont toujours aussi passionnés pour accepter tous les renoncements auxquels nous on a fait. Enfin, je sais pas. Je sais pas si la mentalité aujourd'hui le permet. J'espère que oui, mais j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr. même propos. Non. Alors, même avis, vous êtes toujours des jeunes hommes parce que tu dis ça, vous dites ça, mais enfin à suivre dans une autre vidéo. Gérard, vous avez décidé de refaire ou d'inventer. Oui. La déesse Grand Palais. Oui. À suivre. Mais on peut dire aux gens, tu as dit, il n'y a jamais eu de coupé à part ces chaperons, je vais en faire un. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que moi, n'étant pas satisfait personnellement de ce qu'avait fait Chaperon, je me suis dit, il y a une marge de manœuvre. Voilà. Il y a une marge de manœuvre. Je vais marcher main dans la main avec Flaminio Bertoni, qui n'est plus là, mais qui est dont je me suis complètement imprégné de l'esprit, et je vais lui... S'il n'a pas eu le temps de la faire, moi je vais lui faire. Voilà. Ça sera à suivre, on mettra quelques images. Un grand merci à vous deux, félicitations, bravo, merci. On est amoureux de vos autos, et puis on se retrouvera peut-être pour un autre épisode. Un grand merci. Voilà, la bagnole n'est pas morte. À bientôt.